Bon, alors, qu'est-ce qu'on va se raconter? Un beau moment la semaine, pour moi, c'était la manif de samedi, que j'ai trouvé bien tonique, avec notre cher Picardie debout et tout ça. La rencontre de la petite Léna, 11 ans, qui voulait que je l'adopte, mais avec deux gamins, j'en ai déjà assez. Euh, mais juste après ça, donc on a publié sur Internet la vidéo où elle explique pourquoi son père a voté Macron et qu'elle elle se bagarre contre ça et tout ça. Moi, j'ai trouvé super drôle, la gamine. Et juste, c'est un moment drôle, on le met en ligne, et il y a une espèce de comité de censure qui se lève pour dire, voilà, c'est le retour des jeunesses hitlériennes, vous embrigadez les enfants, le Komsomol, enfin bon, les orgues de Staline et tout ça. Euh, je- et sur plein de trucs, j'ai le sentiment que c'est ça, quoi. Moi, je fais juste aussi des choses parce que elles sont amusantes, parce qu'on passe un bon moment, parce que, voilà, moi, ce qui compte, c'est de pouvoir m'exprimer. Ça a été le moteur de mon engagement, et c'est pour ça que j'ai fait un journal. Exprimer, ça veut dire pousser en dehors des choses qu'on a en soi. On a l'impression que les gens, ils veulent que je devienne des fois aussi triste que les autres, acquérir une espèce de langue de bois. C'est Clémentine Autain, au moment où j'avais eu un échange sur le parking de Whirlpool avec Macron, qui m'avait dit, bah, moi, il a fallu que je m'entraîne à la langue de bois. Enfin, voilà, à force d'être sous le feu des critiques, finalement, on finit par raboter ce qui pourrait dépasser tout ça. Voilà, c'est est-ce que je dois en arriver là? Ou est-ce que je vais pouvoir continuer à m'exprimer de manière personnelle? Ma grande tension, je l'exprimais déjà à propos de Bigard la semaine dernière, mais je vis une tension intérieure avec ça. Alors, sachant que si je rabote pas, bah ça fait qu'il y a plein de gens qui sont pas contents, je me prends des tirs dans les médias et ainsi de suite, et si je rabote, et ben je crains de plus être moi-même et de m'ennuyer. Donc voilà, ça c'est, voilà, tout à l'heure tu disais à table, au self, t'inquiète pas, c'est des trolls. Mais je crois que c'est pas des trolls, je crois que c'est un esprit du temps. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui traîne dans le temps qui fait qu'on a des tas de comités de censure et que il faudrait que tout soit carré comme des motions de congrès dans des grands syndicats. Bon, voilà, moi je sais pas faire ça et j'ai pas envie de le faire. Non. Alors sinon, sur quoi on bosse à l'Assemblée nationale? C'est infini. Je vous assure, c'est terrible le nombre de trucs qu'il y a. Et donc, c'est de se demander bon, sur quoi on va y aller, sur quoi. Bon, alors, il y a les états généraux de l'alimentation, puisqu'on a entendu hier Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, à la Commission des Affaires économiques, donc on continue ce travail-là. Il y a une loi sur les hydrocarbures. Là, je vous avoue, j'ai rien fait. J'ai rien foutu dessus. J'ai dit à Bénédicte, qui est ma collègue de France Insoumise au groupe, ok, je te laisse ce truc-là parce que moi, je peux pas faire ça. Il y a le projet de loi de financement qui commence, il y a l'étude de la loi logement. Bon, nous, il faudrait qu'on continue d'accompagner la bagarre sur l'industrie pharmaceutique avec Sanofi. J'ai l'impression, là, je dois aller à 15 heures. À 15 heures, je dois me trouver en même temps dans l'hémicycle pour la loi de sécurité, dont je vais vous parler, et en même temps, je devrais être dans un groupe de travail sur le contrôle et l'évaluation, le rôle dévolu à l'Assemblée nationale là-dessus. Je peux pas être partout, j'ai pas le don d'ubiquité, j'ai pas d'hologramme, donc voilà. Donc le truc là, j'ai un peu bossé la loi de sécurité, mais je vous assure, je n'ai pas plus bossé que ça. C'est passé d'abord par la commission des lois. C'est pas comme la loi travail, un truc où moi j'ai déjà d'emblée des tas de choses à rencontrer ou à raconter, pardon, et à rencontrer aussi. Peut-être que c'est les deux se font. Alors quand il y a un gros bloc qui arrive comme ça, la loi de sécurité, moi c'est qu'est-ce que je peux apporter dans ce débat-là, la question. Et c'est vrai que j'ai vu Clémentine toujours, ou Daniel ou d'autres, ils ont une capacité à prendre un amendement du groupe et boum, à monter à la tribune. Et c'est comme si c'était leur, ils le lisent avec conviction et ils savent faire ça. Et moi, je ne sais pas faire ça. J'ai vu Clémentine un mercredi au moment des questions au gouvernement, elle avait une question sur les universités, et puis ça avait déjà été pris plusieurs fois par d'autres groupes. Boum, elle a changé avec quelque chose qui avait été préparé, elle a pris un truc sur le CETA, et elle est arrivée, elle a réussi à porter une parole forte là-dessus. En 5 minutes, quoi. Moi, je sais pas faire.
Je sais pas faire. Et je suis pas sûr d'avoir envie de faire. Je pense que c'est nécessaire dans un groupe politique. Il y en a qui le font très bien. Et moi, j'ai envie de porter une parole plus personnelle. Résultat, ça demande plus de boulot, c'est plus incertain. Enfin, ça demande plus de boulot. Enfin, il faudra couper ça. Non, ça demande... je suis... Voilà. Bon, résultat, je suis plus en tension en me demandant, bon, est-ce que je vais raconter des conneries par... Enfin, bon. Donc là, sur la loi de sécurité, c'est qu'est-ce que je peux apporter? Bon, il y a un truc pour moi, c'est les contrôles au faciès, puisqu'il y a des statistiques qui sont sorties, hein, comme quoi les blacks, ils ont nettement plus de chances, entre 3 et 10 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un blanc comme moi. Bon, c'est maintenant chiffré, et je pense que c'est quelque chose qui produit une violence intérieure. Là, j'en viens à ma méthode, c'est une anecdote. Ouais. C'était il y a longtemps, il y a un paquet d'années avant que je sois député. J'étais autour du quartier nord d'Amiens avec un copain qui s'appelle Aziz et on se prend. Donc il y avait des CRS qui patrouillaient, c'était au moment du ramadan. Donc souvent au moment du ramadan, il y a plus de patrouilles. Il y a un CRS qui me demande les papiers afférents à l'usage du véhicule. Bon. Je descends, je lui donne mes papiers, il commence à comparer ma tête avec celle du permis, il me scrute vraiment très en détail, il reprend la lecture du permis à 0, il passe à la carte grise, déjà ça prend vachement de temps. Aziz, à son tour, il sort, et là on a un dialogue, le CRS qui me demande qu'est-ce qu'il fait là, lui. Je lui dis, c'est un ami, il m'accompagne. Le CRS il se tourne vers Aziz et lui dit, et qu'est-ce que vous faites là, vous? Il dit, c'est mon ami, je l'accompagne, j'étais à l'intérieur, alors je sors. Le CRS se tourne vers moi et me dit « Eh bien qu'il reste à l'intérieur ou qu'il aille manger une frite. Il y a de très bonnes friteries ici. » Alors là, on avait droit à un accès de surréalisme belge. Je ne sais pas si les trottoirs étaient devenus interdits, s'il y avait l'obligation de se réfugier dans le kebab le plus proche, si c'était ça le nouvel ordre républicain. Donc on a eu un moment de flottement et de surprise, comme ça. Ensuite, il s'est mis à tout vérifier, le CRS, mon lieu d'habitation, mes verres correcteurs. Il tendait ma carte grise comme si c'était un faux billet. Hein. Il allait prendre des renseignements au truc. Il braquait, ensuite, comme il faisait un peu nuit, il braquait sa lampe sur ma plaque d'immatriculation à l'avant. À l'arrière, il s'est mis à regarder le lissage des 4 pneus. Tu vois, j'avais l'impression de repasser le contrôle technique, mais avec, en plus, accompagné d'un désir d'humiliation que je sentais en face. Bon, pendant ce temps-là, Aziz discutait avec un autre CRS qui lui était bien gêné parce qu'il voyait bien que ça dépassait les limites, mais qui en même temps l'a fermé parce qu'il voulait pas désavouer son collègue devant les autres. Donc voilà comment parfois une pomme pourrie, c'est tout le panier qui devient gâté, quoi. Et Aziz lui disait, mais attendez, nous ça va, on se contrôle, lui éducateur, machin, mais mettez des jeunes à notre place, ils pètent un câble. Et moi j'étais déjà au bord de péter un câble. Finalement le méchant, enfin je dis le méchant CRS, c'est le gentil CRS, il a rien trouvé, il me tend les papiers, il me dit, vous voyez, tout peut se passer courtoisement. Il y avait évidemment une bonne note d'ironie là-dedans, je bronche pas, j'avais envie de lui péter la gueule. Mais d'abord il me montait une trentaine de kilos, sans doute aussi des années de boxe taille, mais bon, j'attrape doucement mes papiers, et il n'y a rien qui vient. Le mec il gardait les papiers à l'intérieur de sa main, et il me dit comme ça, c'est moi qui décide quand. C'est moi qui décide quand il va les rendre. Vous voyez, c'est du niveau de la cour de récréation, à tel point que j'ai mis 2 secondes à comprendre ce qu'il voulait dire. Ensuite, il s'est mis à les relâcher, il m'a dit, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas d'injure. Il y a encore moins des coups. Mais déjà, rien que ça, moi, il y a une disproportion entre, je sais pas, cette petite demi-heure passée sur un parking à Amiens Nord et la rage que ça m'a mis. Ça m'a foutu une haine, je l'ai détesté le mec. J'avais envie de le cramer, quoi. Heureusement, je savais que derrière, j'avais un journal et que ça, j'allais pouvoir le raconter dans un journal et que ça allait être ma manière de m'exprimer. Mais de pousser ça dehors à nouveau. Mais et là, je pense qu'on a tous subi des choses plus ou moins proches de ça. Et où on sent la pesanteur de l'autorité face à laquelle on ne peut rien faire. Parce que si on ne bronche pas, et ben voilà, il faut qu'on se contienne, il faut qu'on ne bronche pas, parce que si on bronche, ça va nous enfoncer encore plus, et on va être encore plus dans la merde. Et je pense que
il faut ces instants-là, je remercie moi ce gentil CRS de m'avoir fait vivre ça, parce que ces instants-là, il faut les garder en mémoire. Parce que nous, on n'a que quelques fois à les vivre peut-être dans notre existence. Mais il y a des gens, et évidemment ça dépend de la couleur de la peau, pour qui c'est beaucoup plus régulier. Et je pense que là, il y a quelque chose qui on sème de la haine par ce biais-là. Alors ça ne veut pas dire du tout que, je ne dis pas que les flics ils font que ça et tout ça, hein, c'est pas ça du tout, mais en effet, je pense qu'il faut trouver le moyen que ça soit fait de manière juste. De toute façon, à l'égard des quartiers populaires, pour moi, on est toujours entre l'abandon du terrain, et il faut bien se dire que on en entend, y compris par les habitants, parler d'un abandon du terrain par les forces de l'ordre, et de la reconquête. Et ni dans l'un ni dans l'autre cas, ça va. C'est pas un lien qu'on peut construire avec les habitants et les jeunes de quartier que d'être dans l'abandon ou dans la reconquête. Mais donc, voilà. Je veux dire, on a une Assemblée nationale, combien il y a de blacks, combien il y a de maghrébins à l'intérieur. J'ai fait mes stats sur les ouvriers employés. Luc Roubaud, là, du CEVIPOF, du Centre de la vie politique française, il a fait les stats sur les ouvriers employés. On sait que les statistiques ethniques ne sont pas acceptées en France. Bon, mais regarde, tu regardes l'Assemblée, tu en as combien là-dedans qui sont contrôlés régulièrement? Et pourtant, c'est nous qui faisons des lois sur le renforcement des contrôles. Donc voilà, je pense qu'il y a un problème, il y a toujours le même problème de la représentation. Si on avait vécu et si on gardait en mémoire les instants dont je viens de parler, peut-être qu'on ne réagirait pas de la même manière. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur un plan plus théorique, plus vaste, que je peux apporter dans cette histoire-là, il y a comme une espèce de suspicion sur une France d'en bas qui est jetée. C'est des contrôles qui doivent être plus réguliers, des surveillances étendues et tout ça. C'est aussi, par exemple, les policiers, hein, ils vont avoir plus de contrôle administratif, de ce que j'ai compris. Ils vont être davantage mis sous contrôle parce que comme ils ont des armes à proximité, on va bien voir quelle est l'évolution de leur comportement, avec un truc assez flou sur le comportement. La droite, elle vous fait les faire pareil sur les enseignants, qu'on surveille aussi plus le comportement des enseignants, et puis aussi les agents communaux, le maire, il pourrait davantage surveiller. Bon, il y avait tout ça. Moi, je pense qu'il y aurait une suspicion, peut-être à projeter en haut. Le banquier aussi pourrait être suspect. Parce que on prend le problème par tout en bas, mais on pourrait prendre le problème par le financement des organisations terroristes. Alors là, par exemple, dans les Panama Papers, qu'est-ce qu'on pouvait lire d'après le chef du renseignement financier d'Europol, Simon Riondé? Le point principal ici est que nous pouvons relier les entreprises liées aux Panama Papers non seulement à des infractions économiques comme le blanchiment d'argent, mais aussi au terrorisme. Donc il y a bien, donc ça passait par là, par les îles Vierges, par un tas de trucs. On avait pareil pour les Swiss Leaks avec HSBC. Les 20, comment il les appelait Oussama Ben Laden? Il appelle ça la Golden Chain, la chaîne en or, c'est ses 20 sponsors. Hein. Ces 20 sponsors, elles passaient par HSBC, par des structures offshore au Panama et dans les îles Vierges britanniques. On avait dans la liste un prince saoudien qui a protégé le chef d'Al-Qaïda, l'ancien trésorier d'une présumée organisation écran du groupe terroriste, un autre prince dont l'épouse a envoyé de l'argent à des auteurs de l'attentat du 11 septembre, etc. Tout ça, ça passait par HSBC, par des sociétés offshore, par les îles Vierges britanniques. Donc, si jamais on veut combattre le terrorisme, un moyen de le combattre aussi, c'est de s'en prendre à l'opacité bancaire, de démanteler les paradis fiscaux, d'imposer une transparence qui est les French Leaks aussi, peut-être, sur la Société Générale, sur BNP Paribas, sur tout ça. Et là, je fais le lien avec le bouquin Nos très chers émirs de Georges Malbruno et Christian Chesneau. C'est aussi quelle est la politique étrangère de la France. Bon, dedans, je lis, donc c'est l'ambassadeur du Qatar à Paris qui, dans le journal du dimanche, s'exprime en novembre 2015. Donc, le Qatar ne tolérerait pas qu'on laisse en liberté des individus qui financent le terrorisme. Or, la preuve est apportée à la fois par les auteurs de ce bouquin, mais qui reprennent différents rapports, qu'il y a au moins une douzaine d'individus au Qatar qui financent le terrorisme et qui y vivent tout à fait en paix. Par exemple, les auteurs ont rencontré le cheikh
Abdulrahman bin Omer al-Nouemi, qui a transféré des millions de dollars aux filiales d'Al-Qaïda en Irak, en Syrie, en Somalie, au Yémen. D'après le département américain du Trésor, c'est un terroriste spécialement ciblé pour avoir assisté, sponsorisé ou apporté une aide financière, matérielle ou technologique à des organisations terroristes. Et pourtant, il est proche du pouvoir qatari. On peut en citer un certain nombre d'autres. Alors là, tu vas voir les noms. Salem Hassan Kouari, Abdullah Ghanim Kawar, Khalifa Mohamed Turki Sabei, les frères Al-Mari, tous ces gens qui sont sur la liste noire des États-Unis et de l'Europe, qui financent leurs activités via des fondations et qui sont aujourd'hui tranquillement installés au Qatar. Et là, sur cette question qatari, ce qu'il y a, c'est un grand silence de la France. Il y a un grand silence de la France, pourquoi comment ça se montre? Par exemple, on a le général 5 étoiles, un général quoi, qui briefe le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, donc c'était encore du temps de Le Drian, avant chaque conseil de défense. Et il lui parle comme ça, et il nous dit, il m'est arrivé de lui parler de certains agissements du Qatar et de l'Arabie, de lui dire par exemple qu'au Mali, le groupe rebelle Ansar al-Din reçoit des financements de Doha et de Riyad. Le ministre me regarde, il ne me dit rien, et on passe à autre chose. Donc là, il y a une espèce de laisser-faire de la France face au Qatar, à tel point que le ministre déclare en mars 2016, nous avons avec le Qatar une relation saine, et les auteurs concluent « La diplomatie économique a tendance à primer sur tout le reste, aussi bien sur les accointances douteuses de nos chers émirs avec certains groupes religieux radicaux que sur les atteintes aux droits de l'homme dans leur pays. » Laurent Fabius, il avait fait de la diplomatie économique sa priorité, c'était son mantra. En Afrique, on a eu des forces spéciales. Donc là, c'est encore un militaire, me semble-t-il, qui raconte. Il y a des équipes de la DGSE et du commandant des opérations spéciales qui ont été déployées au Nord Mali, et qui sont arrivés, qui ont eu comme consigne de ralentir leur arrivée pour laisser le temps aux Qataris de rembarquer leurs gars. C'est-à-dire que les Qataris, ils avaient là des gens pour former les rebelles, pour les encadrer, pour les armer éventuellement, et on leur a laissé le temps de déguerpir parce que ça aurait fait tâche si on serait été retrouvé face à face avec des supposés alliés. Donc ça, à ce moment-là, ça avait beaucoup agacé les militaires français de voir ça. Et ils se demandaient comment on pouvait s'acoquiner, je cite, avec des types aussi peu fiables. Alors maintenant, c'est pourquoi il y a ce silence? Bon, il y a les intérêts économiques, on vend des armes au Qatar, hein, je crois que c'est 7 milliards lors des 5 dernières années, ou quelque chose comme ça. Mais quand on lit ça, on est stupéfait. La République, elle ressemble aux écuries d'Augias. Elle est vraiment à nettoyer, quoi. Ça fait honte et ça fait pitié. On a des ministres, des parlementaires, qui font la queue à l'ambassade du Qatar pour avoir des billets d'avion, un sac Vuitton, un gros chèque. Les noms y figurent. Bon, moi je peux en donner. Hein. Jean-Marie Le Guen, Nathalie Goulet, Rachida Dati. On a des sénateurs, des sénatrices, des députés et EES. Et on a donc Jean-Marie Le Guen, ministre de la Relation à Parlement, qui par exemple veut imposer à l'ambassade du Qatar une agence de communication. Et il exerce une forme de chantage. L'ambassadeur raconte, parce que il en a marre d'être pris pour un distributeur de billets de 500 €, quoi, l'ambassadeur. Il dit, Jean-Marie Le Guen disait à nos diplomates à Paris, « Je tiens tous les députés et sénateurs de mon camp via les questions au gouvernement. Je peux bloquer les questions hostiles au Qatar ou au contraire les alimenter, mais je n'ai pas à le faire gratuitement. » Et donc apparemment, il espérait que ce soit son homme de confiance qui récupère la communication de l'ambassade du Qatar, et lui aurait touché 10 000 € par mois, quoi. Voilà. Alors là, non seulement on a un truc de prostitution, ce sont les élus de la nation, c'est la République qui se prostitue, mais souvent, surtout, en plus, elle se prostitue pour des clopinettes, quoi. Faut voir le truc, c'est pour des sacs Vuitton, c'est pour des billets d'avion, et c'est se bagarre pour savoir qui va être en première classe, ou en business class, ou en first class, enfin j'en sais rien, quoi. Voilà, donc je vais tout à l'heure m'appuyer là-dessus pour intervenir à l'Assemblée nationale. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Je parle de tout ça, mais le truc qui me peine le plus, depuis une semaine maintenant, c'est ce qui s'est passé au Havre avec Adama Traoré, où j'ai eu une expression confuse, où j'ai dit que j'allais mener l'enquête, c'est pas ça, c'est que je tenais à m'informer. Bon, alors il y a des ambiguïtés, c'est que les gars
au Havre. Moi, je n'ai pas envie de faire de mes engagements une formalité administrative, où je viens poser mon nom juste en bas d'une liste, faire une pétition supplémentaire et tout ça. Quand je m'engage dans une bataille, c'est pour la mener avec volonté. Et c'est ce que j'avais entendu comme demande de la part de Youssef du collectif Adama Traoré, qui voulait que je porte un t-shirt à l'Assemblée nationale, qui voulait que j'ai ce genre de geste très fort. C'est peut-être pas celui-là, mais c'est peut-être d'autres. Et donc, ça supposait, ce niveau d'engagement suppose qu'on soit pris, pour moi en tout cas, que je sois pris tripalement au bide par une cause. Ensuite, j'ai ce défaut de souvent dire je ne sais pas. Voilà, tu vois, j'ai été interrogé sur le Venezuela, c'était je ne sais pas. J'ai été interrogé sur la police de proximité, c'était je ne sais pas. Et moi, j'aime bien avoir les éléments les plus solides en main. Par exemple, dans le truc Bigard, d'avoir le rapport du CHSCT pour intervenir et avoir un truc, tu vois, on peut pas venir me flinguer là-dessus, d'être bordé de tous côtés. Or, c'est vrai que sur l'affaire Adama Traoré, j'avais lu des articles, mais je ne m'étais pas informé plus que ça. Alors là, il y a quelque chose qui relève de ma démarche, qu'il va peut-être falloir que je change maintenant que je suis un dirigeant, enfin non, mais un représentant politique. C'est que dès le petit soldat du journalisme, j'ai expliqué que suivre l'actualité, ça ne m'intéressait pas. Suivre l'actualité, c'est souvent suivre la mode des journalistes. C'est une démarche très grégaire. Et je m'en suis toujours tenu à l'écart. Et de la même manière, je dirais sur les sujets politiques, je me suis toujours tenu à l'écart. Des grands thèmes du moment. Parce que il y a des tas de sujets où je me disais, je vais prendre un truc, par exemple, les OGM. Bon, a priori, je suis contre les OGM, tu vois. Mais est-ce qu'un jour, j'ai vraiment creusé le dossier? Est-ce que j'ai lu un bouquin là-dessus? Non. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que j'estimais qu'il y avait plein de monde à gauche pour le faire à ma place. Tu vois? Et donc, j'avais pas besoin de me charger de ça parce que c'était une espèce de répartition du travail, quoi. Dans ma Picardie, il y aurait moins de monde pour venir mener les enquêtes. Donc, c'était là que je vais apporter ma plus-value. Mais c'est pareil, j'ai toujours dit, par exemple, tout ce qui est à l'international, moi, je laisse ça au monde diplomatique. Et c'est vrai que je lis des articles, mais pas plus que ça, pas plus pour être informé que ça. Et sur Adama Traoré, quelque part, j'ai eu le même réflexe en me disant, bon, c'est bon, tous les journalistes, ils y sont. Il y avait Canal+, il y avait Libération, il y avait le Nouvel Obs, ils y étaient. J'ai vu que Besancenot, Mélenchon, tout le monde avait souligné des trucs pour Adama Traoré. Je me suis dit, bon, il n'y a pas besoin de moi, alors que dans le même temps, moi je porte ma bagarre et dans une beaucoup plus grande solitude médiatique et solitude politique autour de Hector Lubota, qui est décédé il y a maintenant 15 ans, mais on n'a toujours pas obtenu, à cause de l'inertie judiciaire, du silence médiatique et de l'opposition politique locale, on n'a toujours pas obtenu procès satisfaisant. Le jugement de la cour d'appel a été cassé là, donc ça va repasser à Douai. Et donc c'est vrai, et je reproche pas du tout aux gens en leur disant attends, vous n'êtes pas engagé dans le combat Hector Lubota et tout ça. Alors chacun fait ce qu'il peut, cette affaire a une moindre résonance. Bon, maintenant il va peut-être falloir que je change ma manière de faire et que oui, sur les grands dossiers qui mobilisent la gauche, j'en sois aussi, alors que jusqu'à maintenant j'avais tendance à me dire bon c'est bon, moi j'ai pas besoin d'y être parce que ceux-là ils s'en chargent à ma place, quoi. Et donc voilà. Et puis moi je répète, mais je sais pas être un ventriloque. On me file pas un papier que je lis. J'ai besoin d'être habité par un désir, une révolte. Et ça passe aussi par de la chair. Bigard, je me mobilise aussi parce que j'ai vu les mecs de Bigard, je les ai côtoyés, je sais quelle souffrance c'est pour eux. Les Clure dans Merci Patron, je me mobilise pour eux parce que je les ai vus. Pour moi, la politique, c'est pas que des grands principes
soit sur les violences policières, soit sur la répartition du capital travail. Le néolibéralisme, ça s'incarne dans des corps, c'est de la chair, c'est tout ça. Et donc c'est vrai que pour un niveau d'engagement important, j'ai besoin de rencontrer les gens, de discuter avec eux, à la fois d'être convaincu par les arguments. Je veux dire, j'ai lu le papier de Mediapart, par exemple, sur l'affaire Adama Traoré, où il n'y a aucun doute que le procureur qui a été déplacé a menti lors de toute la première période en essayant de cacher la responsabilité des gendarmes dans ce décès. Encore une fois, je suis toujours disponible pour aller plus loin. J'ai appelé l'avocat de la famille et je souhaite aller plus loin. Il me reste un quart d'heure pour à la fois me trouver dans le groupe de travail qui réfléchit aux missions d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'exécutif et en même temps dans l'hémicycle pour intervenir sur la loi de sécurité. À la semaine prochaine, aidez les gens. Alors qu'est-ce qu'on a Ah oui, ici, le truc. Parce que du coup, dans toute cette activité désordonnée, là, avec des tas de textes de loi dans tous les sens, il faut des fois tracer des lignes. Pour moi, j'ai le 1er février en ligne de mire maintenant. Qu'est-ce que c'est que le 1er février? C'est le jour où le groupe La France Insoumise va avoir une niche, on appelle ça une niche parlementaire, pour déposer des propositions de loi. Et je compte bien, moi, en déposer une et en construire une d'ici là, avec la Commission des affaires économiques, en étant le rapporteur, avec un administrateur qui serait mis au service de cette proposition. Et je pense que pour choisir vers quelle proposition on va aller, comment on va la construire et tout ça, là, on va peut-être faire une AG de Picardie debout pour que ça soit pris et réfléchi collectivement, quoi. Voilà. Et donc, ça va être l'un des trucs qui va me porter, là, ça va être ce 1er février 2018. Et sachant qu'il va falloir que, j'ai bien à l'esprit qu'il va falloir que ça se passe dedans et dehors. Il y aura une proposition à l'intérieur, mais ce serait bien qu'on puisse l'appuyer sur les forces sociales à l'extérieur.